Bonjour à tous. Alors ici donc je vais vous présenter en fait l'étude énergétique d'un oscillateur mécanique. Alors en fait c'est un TP ici qui était prévu dans le cadre de notre travail. Alors je le présente quand même parce qu'il se trouve que là ici en fait c'est une possibilité qui vous est offerte en fait de pouvoir finalement faire ce TP chez vous. Alors en fait pourquoi? Eh bien parce que comme vous allez le voir en fait ici cela nécessite donc un pointage tout simplement donc sur Lattice avec ensuite exploitation donc de données sur Lattice Pro. Donc, ce que je vais faire là ici, c'est que je vais également via la plateforme Gros Fichiers, donc vous poster en fait ici, hein, je vous mettrai ça en lien, donc le téléchargement donc des vidéos spécifiques donc de ce travail. Alors, je peux déjà vous les montrer là ici. Ce sont donc des vidéos qui vont s'intituler donc oscillateur mécanique libre, oscillateur mécanique amorti et éventuellement, si j'ai le temps de la présenter là ici, pendule simple. Alors, en fait, là ici, eh bien, je vais vous montrer, par exemple, la première là ici. Ce sont donc en fait des vidéos, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est assez rapide là ici. Alors, je vais vous remontrer. Vous voyez, par exemple, ici, hein, on voit très bien. Donc, c'est un oscillateur. Alors, qui a été mis ici à plat, hein, bien évidemment. Alors, on va comprendre pourquoi après. Et ce que l'on va faire, donc, bon, là, bien évidemment, je vous montre ça avec un lecteur. Par exemple, ici, c'est le lecteur VLC, mais nous, on va réaliser le pointage à partir de Lattice, hein, bien évidemment. Là, vous avez ce qu'on appelle l'oscillateur donc mécanique amorti. Hein, donc, comme vous pouvez voir là ici, on a donc voilà ce qu'on appelle un phénomène d'amortissement. Hein, bon, on en reparlera. Très bien. Et puis éventuellement, on peut aussi faire l'étude énergétique dans le cas donc du pendule simple. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir là ici, en fait, on travaille sur une seule période. Et donc en fait l'idée ici c'est de montrer qu'il est possible de valider le principe de conservation de l'énergie ou éventuellement de valider aussi le principe de non-conservation de l'énergie quand on a affaire notamment à des forces de frottement. Voilà, donc ces vidéos-là, je les mettrai en ligne via, enfin en ligne, en possibilité de téléchargement via la plateforme Gros Fichiers. Donc comme ça, vous pourrez les récupérer et vous pourrez également donc installer Lattice Pro. Je vais y revenir donc dans quelques instants ici. Alors voilà donc le travail qui vous était demandé donc ici dans ce TP. On vous dit donc étude énergétique d'un oscillateur mécanique. Donc le but c'est d'étudier les échanges énergétiques, cinétiques, potentiels d'un mouvement d'oscillation mécanique, donc l'oscillateur horizontal, et de repérer les positions donc d'un mobile grâce aux outils de pointage de Lattice Pro et programmer donc des grandeurs physiques dans ce même logiciel, ainsi éventuellement que dans le tableur Excel. Donc dans le tableur Excel, ça, je vous laisserai faire. Je pourrais toujours vous demander, enfin vous montrer plutôt comment vous pourriez faire, mais a priori, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, ce qu'il vous faut, bien évidemment, ici, c'est un ordinateur équipé des logiciels Lattice Pro et Excel. Alors, Excel ou éventuellement autres tableurs. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont d'autres tableurs qu'Excel chez eux. Ça fonctionne tout aussi bien d'ailleurs sur ces autres tableurs. Hein. Voilà. Et ici, donc, Lattice Pro. Alors, Lattice Pro, bien évidemment, vous ne l'avez pas, mais je me débrouillerai pour que, comme je l'ai dit, vous puissiez donc le télécharger et l'installer en version réduite. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Et puis ensuite, donc, les vidéos en question, comme je vous ai montré ici. Alors, voilà donc les documents qui étaient mis à disposition là ici. Le document 1, c'est une sorte, on pourrait dire, de petit rappel de ce qui a été fait précédemment. Quand je dis précédemment, c'est dans les vidéos précédentes, notamment la vidéo de type TP court sur les pendules. Donc on vous dit ici, on admet qu'un oscillateur mécanique élastique, hein, donc là on parle bien du pendule ressort,
constitué de 2 ressorts. Alors en fait, pourquoi je parle de ça là ici? Eh bien pour une raison qui est très simple, c'est que dans la vidéo, alors pas pour l'oscillateur mécanique libre, hein, parce que là comme vous le voyez, il n'y a bien qu'un seul ressort hein, qui est là ici. Mais pour celle-là, en fait, il y a 2 ressorts. Alors je ne sais pas si vous les voyez ici, mais on les voit bien là ici de part et d'autre. Hein. Il y en a un de chaque côté là ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Hop, il y en a un ici et un là. Voilà. Donc, dans ce cas, ici, on vous dit eh bien que lorsque l'on a un oscillateur comme ça qui fonctionne à partir de 2 ressorts, qui ont une raideur K1 pour l'un et K2 pour l'autre, qui peuvent être identiques comme différentes hein, d'ailleurs, eh bien on vous dit que l'ensemble finalement des 2 ressorts eh bien, est équivalent à un ressort unique, hein, c'est-à-dire que c'est pareil, hein, utiliser comme ça plusieurs ressorts, c'est pareil que en fait d'en avoir utilisé qu'un seul, donc ici. Et ça nous permet donc à ce moment-là eh bien, de travailler avec, donc, comme je le dis, un ressort qui aurait comme raideur K avec forcément une relation entre cette raideur K et les valeurs K1 et K2, mais qu'on ne va pas chercher ici à établir, c'est pas dans le programme de terminal. Voilà. Alors bien évidemment, il y a des gens qui peuvent se dire, mais alors pourquoi on s'est cassé la tête, entre guillemets, à créer un système comme ça, avec 2 ressorts? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, en fait c'est pour des questions de stabilité en fait du mouvement. Alors ensuite, on admet donc un oscillateur mécanique élastique horizontal, donc le montage sur le bureau du prof, bah, ça correspond en fait au montage que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, eh bien satisfait aux mêmes lois physiques hein, que le pendule élastique vertical. C'est-à-dire qu'on soit dans une situation verticale, c'est-à-dire pendule pesant, ou qu'on soit dans une situation horizontale, comme ce que vous avez vu dans la vidéo, eh bien c'est en fait équivalent. C'est-à-dire qu'on a toujours cette relation T égale 2pi racine de m sur k. Alors je n'ai pas rappelé aussi, si on le fait, donc comment dirais-je, le t égale 2pi racine de L sur G si on s'intéresse au pendule, donc au pendule, comment dirais-je, simple là ici. On va surtout, dans un premier temps, s'intéresser ici au pendule, donc élastique. Alors voilà, ça c'est un petit rappel. Hein. Donc finalement, un système d'oscillation composé de 2 ou plusieurs ressorts, c'est équivalent en fait à une seule masse avec un seul ressort, c'est ce qui est dit ici. Et puis on rappelle que le pendule, qu'il soit vertical ou horizontal, sans frottement, hein, bien évidemment, on parle ici d'un système supposé sans frottement, et bien ici, donc il est équivalent à... donc les deux hein, situations sont équivalentes avec cette même loi, t égale 2pi racine de m sur k. Très bien. Alors là, ce sont très vite des rappels hein, du cours. Donc je rappelle ici l'énergie cinétique d'un solide indéformable de masse m, donc c'est 1/2 de mv carré. Vous avez toutes les unités, hein, je vous laisse éventuellement mettre en pause pour revoir peut-être tout ça dans le détail. Pour un allongement x donné l'énergie potentielle élastique ici, eh bien elle est donnée par EPEL égale 1/2 de kx carré. Voilà, quand on a donc bien évidemment un ressort là ici. Enfin, on appelle énergie mécanique donc de l'oscillateur, EM, la quantité qui représente ici la somme de ces deux termes, c'est-à-dire EC plus EPEL. Donc là ici, j'ai mis EC plus EP sans nécessairement préciser EPEL, parce que c'est bien la somme de l'énergie potentielle, quelle que soit sa nature, c'est-à-dire une énergie potentielle élastique, hein, EPEL, potentiel élastique, ou EPP, potentiel de pesanteur. On pourra en reparler, donc notamment avec le pendule simple, ce qui me permettra de refaire un TP de type première. Alors, qu'est-ce qui était donc ici demandé? Alors, en fait, il y avait deux versions, on va dire, possibles de ce TP. Soit une version qui était vraiment posée, je dirais, à la manière, comment dire, d'une démarche de résolution de problème, soit de manière un petit peu plus guidée, comme ce qui vous est proposé là ici. On vous dit, voilà,
La masse du système constituant l'oscillateur mécanique horizontal, donc a pour masse ici, alors on va devoir ici préciser donc les choses. Alors on a une masse M de 85,2 grammes. Alors ça je vais préciser, c'est tout simplement pour l'oscillateur amorti. Voilà. Ok. Bon. Sinon, je vais le mettre ici plutôt devant. On a M égale, donc là je vais le compléter ici, 119,68 voilà, 0,68 grammes pour l'oscillateur libre. Libre, si vous préférez, ça veut dire non amorti. Voilà. Donc, voilà, je vais le préciser ici comme ça. Hop. Très bien. Donc il faudra prendre, bien évidemment, en ligne de compte ce paramètre-là pour la suite. Alors ensuite, la longueur du système constituant l'oscillateur élastique horizontal. Alors bien évidemment ici, c'est dans le cas du système amorti. Voilà. Donc quand on a ce qu'on appelle l'amortissement, et c'est donc ici L égale 18,0 cm. Donc ça c'est pour l'étalonnage donc des vidéos. Voilà. Alors ici, première situation, donc on prend l'oscillateur mécanique élastique donc ici horizontal, et on va donc ici demander de proposer donc un protocole permettant donc de pointer les positions du système S constituant donc l'oscillateur mécanique donc élastique horizontal, et donc on visualisera ici donc x de t dans une fenêtre graphique. On précisera également donc les étapes préalables donc de réglage du logiciel. Alors bien évidemment, on va utiliser ici le logiciel Lattice Pro pour pouvoir faire tout ça, et ensuite, grâce aux valeurs des abscisses de x là ici, eh bien, proposer donc une exploitation pour obtenir la vitesse ici, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique. Alors, pour pouvoir donc réaliser de votre côté le travail que je vais vous montrer maintenant, il vous faudra donc disposer a priori de ces 4 fichiers que je suis en train de vous montrer là ici, et que je vous rendrai disponible très vraisemblablement par la plateforme Gros Fichiers. Donc vous avez les fameuses 3 vidéos dont j'ai déjà commencé à vous montrer un petit peu l'allure tout à l'heure, plus ce fichier là ici, qui est un fichier d'installation en fait ici de ce que l'on appelle iLattice. Donc iLattice, c'est une sorte, on pourrait dire, de version réduite de Lattice Pro qui va nous permettre ici d'installer donc ici le logiciel, et surtout pour vous de l'installer de manière réduite. Donc vous double-cliquez pour l'installer, voilà. Donc vous validez, bon très bien là ici, voilà, hop. Et voilà donc cette petite fenêtre qui est là, bienvenue dans l'assistant d'installation donc de Lattice. Donc vous dites suivant, voilà. Donc bien évidemment le dossier ici sera donc dans les fichiers programmes, programme file là ici en x86, c'est-à-dire en fait c'est du 32 bits là ici. Je dis ça pour les personnes qui auraient des ordinateurs 64 bits, ce qui est la norme actuelle bien évidemment. Quand il y a des programmes 32 bits qui tournent encore bien évidemment, dans ce cas-là, on n'est pas dans programme file tout court, on est dans programme file x86 là ici, et c'est surtout Eurosmart, ce qu'il faut vraiment avoir repéré ici, c'est Eurosmart. Donc je fais suivant. Ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'installer donc plusieurs lattices. Donc moi, c'est Lattice Pro. Alors peut-être, j'ai jamais testé, qu'avec Lattice Bio, il y a la possibilité peut-être d'avoir une version réduite également qui vous permettrait de faire des choses, mais là, je ne m'avancerai pas. Donc moi, ici, vous voyez, c'est sur Lattice Pro. Et ici, vous allez donc activer la version découverte. Donc à ce moment-là, vous faites ici donc sur suivant.
Et puis donc là ici, bon bah voilà, il va vous demander donc voilà, créer une icône sur le bureau, etc. Et ensuite vous cliquez sur installer. Bon, alors moi bien évidemment je ne vais pas le faire là ici parce que j'ai déjà installé Lattice de mon côté, mais vous allez donc avoir les fichiers programmes qui vont s'installer, un raccourci va apparaître sur votre bureau d'ordinateur, et puis donc à ce moment-là vous allez pouvoir donc lancer Lattice Pro. Alors voilà, donc une fois que vous avez donc installé plutôt Lattice Pro iLattice en version découverte, voilà donc ce que vous pouvez faire là ici maintenant. Dans un premier temps, donc ça je vais le rabattre là ici, dans un premier temps ce que vous pouvez faire c'est aller donc dans l'OS de votre ordinateur, le lecteur C là ici, pour donc aller, donc c'est ce que je suis en train de faire là ici, donc on est d'accord, hein, je remonte là ici, voilà, donc vous allez dans le lecteur C là ici, ensuite vous allez dans programme ici, vous voyez x86 là ici, hop, vous allez donc là-dedans, et puis ensuite, normalement, vous allez pouvoir voir quelque part un dossier, voilà, il est là ici, qui s'intitule donc Eurosmart, donc vous cliquez dedans, là ici vous avez un dossier qui s'appelle Lattice Pro, et dans ce dossier Lattice Pro, vous avez un dossier vidéo, voilà, d'accord? Donc je remontre le cas échéant le chemin, donc là ici, hein, vous voyez c'est le chemin qui est là, hein, là ici, donc éventuellement vous pouvez mettre en pause et bien le reprendre si vous voulez être sûr de vous là ici. Donc là en fait c'est le dossier officiel du programme où on stocke, si vous voulez, toutes les vidéos. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, moi je vous conseille, si vous voulez, de faire ça parce que ce sera beaucoup plus simple après quand vous voulez accéder aux vidéos depuis Lattice. Ça vous évitera de devoir faire toute une gymnastique avec l'explorer de fichiers Windows pour aller chercher la vidéo au bon endroit. Donc vous mettez à ce moment-là donc les 3 vidéos ici que j'ai mis en ligne et que vous avez téléchargées, vous les mettez donc ici là-dedans, voilà. Bon, alors moi, bien évidemment, je les avais déjà installées ici, donc bon, je vais les réinstaller à nouveau là ici. Donc voilà. Donc ici, j'ai bien les 3 vidéos en question qui sont installées. Très bien. Donc du coup, bien sûr, moi, je ne les vois plus apparaître sur mon bureau, là ici. Alors après, une fois que vous avez fait ça, ben là ici, maintenant, vous pouvez fermer. Donc je vais reprendre ici le travail qui a été demandé. Vous lancez donc Lattice Pro, donc là le logiciel, là ici. Et puis donc vous allez faire ce travail. Vous commencez à avoir l'habitude donc ici maintenant. Donc voilà, il faut un petit peu de temps, voilà ici pour qu'il s'installe. Ok, donc vous connaissez le système maintenant. Donc vous cliquez là sur la zone de présentation pour voir donc ici apparaître la page blanche. Donc je rappelle, ça fait une petite révision là ici. Vous allez ici cliquer, mais évidemment on ne va pas, quand on fait du pointage vidéo, on ne va pas dans ouvrir ici, j'ai déjà dit plein de fois. Vous allez donc ici donc dans lecture de séquence à vie, donc très bien. Et puis donc ici vous allez dans fichier, voilà. Et là, donc, dans Fichier, vous aurez, si vous voulez, directement accès aux vidéos, de par la petite manipulation qu'on a fait avec programme x200, 86, etc., qu'on a fait avant. Voilà. Et là, donc, vous allez avoir tout un tas de vidéos ici, bon, très bien. Et notamment, vous aurez ici, vous voyez, oscillateur mécanique amorti, oscillateur mécanique libre, et puis ensuite, la pendule simple. Voilà. Donc là, ici, ce que l'on va faire, c'est oscillateur mécanique libre. Vous prenez donc cette vidéo-là, ici, et vous allez donc ici ouvrir. Très bien. Donc là, ici, il faut le temps un petit peu qu'elle charge. Vous voyez, là, les images, ici, elles ont défilé. Donc, ce qu'on peut faire, voilà, c'est revenir ici au début. Éventuellement, voilà, faire ça ici pour ramener donc la vidéo sur l'ensemble donc de l'écran, là, ici. Donc là,
bien évidemment, vous avez hein, la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, donc avec ici donc l'oscillateur. Là vous avez une masse là ici, ça ce sera pour le repère, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis donc en haut ici vous avez la barre donc pour étalonner. Alors vous pouvez voir hein, bien évidemment ici que voilà, en allant image par image, on a bien donc là ici voilà, donc une première période, une deuxième, voilà, et hop là ici une troisième période hein. Donc la vidéo elle a été vraiment ici calculée pour faire exactement 2 périodes. Voilà, donc on va donc commencer notre travail. Donc vous revenez bien ici à 0. Première chose que l'on peut faire là ici, c'est réduire donc le zoom que vous voyez là ici. Pour, hein, ça j'ai déjà expliqué plein de fois aussi ce truc là. Hein, donc il faut quand même aller assez loin, presque en bas là ici, pour avoir. Donc là je pense que vous avez compris, on aura ici voilà, la possibilité d'encercler, si je puis dire, l'objet sur la deuxième cible bleue, si vous voulez, en venant ici donc du centre. Alors là, je vais légèrement réaugmenter le zoom pour avoir donc de la précision. Voilà, donc là c'est bon, on ajuste et on y est. Hein, donc là ici en ce moment même, vous voyez que l'objet, hein, regardez bien ici dans la zone donc de zoom, l'objet est parfaitement encerclé par la deuxième cible bleue en partant du milieu. Voilà. Donc ensuite, ben, vous connaissez le système, sélection de l'origine. Alors sélection de l'origine, hein, je pense que vous aviez compris là ici, on va venir placer donc notre origine. Alors là, il faut vraiment être très précis. Donc à cet endroit-là. On peut aussi d'ailleurs, hein, là vous ne le voyez pas, mais c'est ce que je suis en train de faire, se fier, si vous voulez, à la partie de zoom, là ici, pour pouvoir donc placer son origine. Voilà, donc là je clique et j'ai placé donc l'origine. Très bien. Ensuite, donc on continue, sélection donc de l'étalon. Là, même chose, en ce moment même, je suis en train de regarder le zoom. Donc je clique, voilà. Donc j'essaie d'être le plus précis possible, hein, c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Bon, tant pis, je vais le faire comme ça. Je clique et j'amène donc là ici tout au bout. Voilà, comme ça. Et donc là ici, alors on me dit bien évidemment une longueur de 20 cm, donc je dois mettre en mètres ici, donc je vais faire 0,2. Ok. Voilà. Et maintenant, donc ce que je vais faire, eh bien c'est une sélection donc là ici manuelle des points, hein, bien évidemment. Et là, bon bah il va falloir être un petit peu patient pour faire les choses convenablement, hein, puisqu'on a quand même 45 images là ici à faire. Donc c'est parti. Sélection donc manuelle des points. Alors on y va. Hop, là ici. Alors c'est parti. Tac, on y va. Alors vous voyez que au début, ça va se décaler qu'un tout petit peu, hein, c'est normal, puisque on est voilà, avec un mouvement qui a une vitesse bien évidemment qui est très faible au début, hein, et la vitesse va augmenter progressivement. Hop, on continue, et vous voyez que progressivement, vous allez en fait avoir ici donc un mouvement qui va se mettre en place. Voilà, alors vous voyez là je suis vraiment très précis et je vous encourage vraiment à l'être au maximum et à utiliser justement la zone de zoom qui est là ici. Alors on va continuer bien évidemment, donc je vais vous laisser faire, hein, mais évidemment on reprendra la vidéo donc à la fin du pointage, mais vous êtes bien d'accord que automatiquement, hein, je vais vous montrer ici, lorsque vous allez aller d'image en image, donc la masse là ici, va donc aller quelque part par là, puis s'arrêter, puis revenir ici, puis ensuite une deuxième fois. Voilà, comme ça. Vous allez donc avoir à certains moments des points qui risquent de se superposer en fonction des allers-retours là ici, et que ça fasse un petit peu fouillis. Alors ça, c'est pas grave en fait, puisque, comme vous le savez, le but du pointage, c'est juste de récupérer des coordonnées. Alors, vous allez continuer donc à faire ce travail, et je vous retrouve donc dans quelques instants, une fois qu'on aura tout terminé.
Alors voilà, donc j'ai réalisé là ici le pointage complet donc de la vidéo. Alors on voit effectivement que l'ensemble des points là ici, ça fait un petit peu de fouillis, mais bon c'est pas grave, vous allez voir que ça fonctionne très très bien par rapport à ce qui va être fait après. Donc bien évidemment, on va jusqu'au bout là ici. Ensuite là, donc je quitte tout simplement la zone image. Je n'aurai plus besoin d'elle maintenant. Et je vais donc ici dans la liste des courbes. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que vous avez mouvement X, mouvement Y. Alors, vous avez compris, bien évidemment, ici, comme tout se passe dans la direction horizontale, parce que, bien évidemment, le mouvement, il n'y a absolument pas de mouvement selon l'axe des Y. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est ce qui se passe selon la coordonnée X, bien évidemment. Donc là, si je développe ici le mouvement, regardez bien ce qui se passe. Je vois, là, ici, eh bien, que j'ai donc un nuage de points qui semble s'appuyer, comme vous le voyez là ici, sur quelque chose de sinusoïdal, une fonction sinusoïdale là ici. Alors pour pouvoir bien évidemment faire le modèle, eh bien ici on peut utiliser donc l'outil de modélisation, prendre donc mouvement X ici, modéliser, ensuite choisir un modèle. Alors là, bien évidemment, on ne va pas prendre de modèles constants, linéaires ou polynomiaux, etc. On va descendre là ici et aller chercher donc un modèle en sinus ou cosinus. Ici, ça semble plus approprié d'ailleurs de prendre un cosinus plutôt qu'un sinus, puisque la différence, c'est qu'un cosinus, en fait, à t égale 0, il est non nul, ce qui est le cas là ici, alors que le sinus, bien évidemment, à t égale 0 est nul. C'est la différence. Donc ici, je vais prendre ici un modèle donc en cosinus. Je vais élargir là ici et je vais avoir donc la possibilité donc ici de calculer donc le modèle et vous allez voir que ça fonctionne très très bien, c'est-à-dire qu'ici donc Lattice fait un calcul de régression linéaire, de régression de courbe, pardon, comme justement on a l'habitude de le faire sur une régression linéaire, sauf que là, en fait, il utilise donc la fonction cosinus. Autrement dit, il cherche la meilleure fonction cosinus qui passe au plus près donc du nuage de points. Alors, ce qui est très important ici pour nous, je ne vais pas rentrer dans le détail ici donc de tout ce qui est là. Le plus important donc ici pour nous, c'est d'avoir donc repéré ici que la fréquence, en fait, elle est de 1,074 Hz. Là ici, il donne un paramètre V0 que je ne vais pas détailler là ici. Ça, c'est l'amplitude. C'est bien, mais ça ne va pas vraiment m'intéresser. La phase à l'origine, j'en parle pas. Le seul paramètre qui m'intéresse là ici, c'est la fréquence. Donc 1,074. Donc je peux éventuellement ici le retenir, mais évidemment 1,074. Et pourquoi pas, là ici, vous voyez, créer un commentaire. Et puis donc ici, se dire que la fréquence f, donc ici, est égale à 1,074 donc Hertz. Voilà, comme ça. Donc le fond, je vais mettre ici un rectangle comme ceci. Voilà, ok. Et là, je vais le décaler, mettons comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre, bien évidemment, après, d'avoir donc ici des données donc assez intéressantes donc là ici. Je vais d'ailleurs ici modifier donc la couleur ici pour lui associer donc en fait une couleur bleue ici, puisque après donc on va travailler avec donc d'autres courbes. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien on a en quelque sorte répondu ici à la première partie. Donc, on va faire le pointage et on visualise donc x de t sur une fenêtre graphique. Voilà, c'est exactement ce que l'on vient de faire. Et en utilisant le logiciel Lattice Pro, maintenant ce que l'on va faire, c'est à partir des valeurs, donc des abscisses de x, eh bien, on va proposer une exploitation qui permette ici d'obtenir la vitesse, puis l'énergie cinétique, puis l'énergie potentielle élastique, et donc ici l'énergie donc mécanique. Alors, effectivement,
là maintenant, je vais devoir travailler sur le tableur. Donc, je vais prendre ici le tableur. J'ouvre comme ceci. Si éventuellement vous avez des bugs à ce niveau-là, je l'avais déjà montré, hein, il suffit de faire ça, hein, de réduire dans la barre et de relancer pour se débarrasser ici donc des bugs. Donc, on l'a déjà fait plein de fois. Le paramètre ici en dessous, hein, fonction du temps, je le mets là ici en premier, comme ça j'ai toutes les dates qui apparaissent là ici. Et puis donc mouvement X ici à côté. Mouvement Y, bien évidemment, ne m'intéresse pas, hein, vous l'avez compris, là ici. Donc maintenant ce que l'on va faire, eh bien, dans cette colonne ici, c'est de créer donc la variable Y. Donc je me mets là ici. Dans le menu contextuel, je vais dans variable, donc nouvelle variable, et ici je vais l'appeler V. Alors bien évidemment je pourrais l'appeler Vx aussi si je veux, seulement ici comme on est à une seule dimension, bah, forcément il n'y a qu'une seule coordonnée, donc la vitesse, bah, ici elle est forcément réduite qu'à Vx, il n'y a pas de composante suivant Y. Là ici on est sur un mouvement unidimensionnel. Donc l'unité, bien évidemment, ici, je vais aller chercher donc ce qu'il me faut. Donc il me faut, voilà, c'est ici des mètres par seconde. Le style, pour l'instant, bon, ben, je vais mettre des croix. Quand je suis en cours avec vous, généralement, je mets des ronds parce que comme on est dans une salle de classe, c'est plus facile à voir pour vous de loin. Mais là, sur l'ordinateur, c'est pas utile. Donc je vais mettre des croix. La couleur ici, ben, je vais par exemple la mettre en rouge. Voilà, comme ça pour le moment. Et donc, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'il m'a créé ici la variable vitesse, donc en mètres par seconde. Et là, ben, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire comme ce que l'on a déjà fait plein de fois. Alors, je ne vais pas tout reprendre dans le détail. Hein, ça, on l'a déjà fait plein de fois dans le cours de méca. Eh bien, calculer ici la vitesse par la méthode dite du taux de variation, où je vais dire... Eh bien voilà, je ne peux pas calculer le premier, je ne peux pas calculer, hein, je rappelle par cette méthode-là, donc ici, voilà, j'y arrive bientôt, donc le dernier, voilà, hop, j'étais un petit peu trop loin, ici, ah, qu'est-ce qui lui arrive? Non, voilà, il ne faut pas trop se précipiter, là, ici, voilà. Donc je ne peux pas avoir, bien évidemment, le dernier, donc je serai obligé d'aller du second, donc jusque l'avant-dernier, là, ici. Voilà, donc là, ben, c'est parti, j'écris donc égal, ouvrez la parenthèse, donc, ben, on va faire ici x n plus 1, moins x n moins 1, fermez la parenthèse, divisé par, ouvrez la parenthèse, tn plus 1 moins tn moins 1, on clique comme ça, et on valide. Donc là, ici, on a la vitesse, et là, maintenant, donc, je peux réduire donc, tout ceci pour aller, on est bien d'accord, voilà, jusque l'avant-dernier, hein, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, ici, à ce stade, vous voyez ici, hein, donc j'ai calculé les vitesses et je vois donc apparaître là, ici, ma variable donc, de vitesse. Alors là, donc au niveau maintenant de la fenêtre 1, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire apparaître ici donc la vitesse. Donc à ce moment-là, ben, tout simplement, je prends là ici la vitesse et je viens la glisser là ici. Alors là, vous allez me dire, bon, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'en réalité ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement donc un calibrage. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qui va se passer, voilà, c'est que en fait, j'ai mis les deux courbes donc sur le même graphique, mais sachant que les valeurs numériques, bien évidemment, ne sont pas nécessairement donc, les mêmes là ici. Alors, c'est pas grave, hein, ça veut dire que visuellement ça change en termes d'amplitude, mais voilà. Qu'est-ce que l'on peut voir là ici? Bah, que l'on obtient bien évidemment ici à nouveau une fonction qui semble s'appuyer donc ici sur quelque chose, donc si vous voulez, de sinusoïdal. Alors en fait c'est tout à fait normal parce que c'est probablement quelque chose que vous avez vu en mathématiques quand vous avez travaillé sur les fonctions trigonométriques. La dérivée donc d'une fonction sinusoïdale, ça reste une fonction sinusoïdale. La dérivée de sinus, ça donne cosinus, et la dérivée de cosinus, ça donne, alors pas tout à fait sinus, en fait moins sinus, parce qu'il y a un signe négatif qui apparaît là ici. Bah, c'est exactement ce que l'on voit
donc là ici, rappelez-vous, là en fait on avait un cosinus, d'accord? Donc un cosinus va nous amener à un moins sinus. C'est pour ça que la courbe, elle part par le dessous comme ça, et hop, elle va dans ce sens-là, ici. Alors il faut faire attention, parce que quand on dit dérivée de sinus, ça donne cosinus, etc., c'est quand on a juste, voilà, sinus x ou cosinus x. Quand on a des fonctions mathématiques un petit peu plus sophistiquées, avec des amplitudes, des phases à l'intérieur du cosinus, bon, là il faut utiliser les propriétés de dérivation des fonctions composées, des choses comme ça. Donc n'allons pas trop vite en besogne, mais en gros l'idée mathématique, finalement, on la revisualise là ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À nouveau, hop, là ici, je vais donc modéliser la vitesse. Et je vais modéliser donc la vitesse, je vais choisir donc un modèle. Alors, tout à l'heure, j'avais pris un modèle donc en cosinus. Là, maintenant, je vais prendre un modèle en sinus, puisqu'on sait qu'a priori, suite à la dérivation, mon cosinus de tout à l'heure va me donner donc maintenant le sinus. Alors, on y va. Je calcule le modèle. Là ici, alors d'ailleurs je vais plutôt refaire voilà, donc oui, alors je vais vous expliquer en fait pourquoi il ne s'est rien passé là ici. Je vais revenir dans 30 secondes. C'est parce qu'en fait manuellement il faut remettre, donc je pense que je dois pouvoir voilà, le faire là ici. Donc ça c'est un petit truc qui peut arriver parfois en fait avec Lattice, c'est que en fait il faut penser à remettre manuellement là ici donc le modèle comme je viens de le faire. Alors point très important, c'est que vous voyez qu'on retrouve bien exactement ici donc la même fréquence à l'incertitude bien sûr expérimentale près. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est je pense une propriété que vous avez vue dans le cadre du cours de maths, c'est que la dérivée en fait d'une fonction sinusoïdale reste une fonction sinusoïdale, mais dont la période est conservée là ici. On entend bien évidemment quand on parle de fonctions sinusoïdales, par exemple non quadratiques, comme on dit. Il ne faudrait pas des fonctions sinusoïdales, par exemple élevées au carré ou au cube ou des choses comme ça. Là, on peut avoir des changements. Mais pour les fonctions sinusoïdales, je dirais simples, de puissance 1, qui ne sont pas donc élevées à une puissance particulière, quand on fait l'opération de dérivation, on conserve la période. Et donc si on conserve la période, automatiquement, pour nous ici en physique, on conserve la fréquence. Donc ça, c'était le petit truc que je voulais vous montrer là ici. Alors voilà, donc ici, je vais remettre du coup la couleur du modèle là ici, donc en rouge, là, ou plutôt d'ailleurs, je vais le distinguer là ici en le mettant donc en rose comme ça, et là ici pareil. Voilà donc ici, je me suis trompé, voilà c'est ici. Donc voilà ici ce que l'on pouvait donc dire à ce niveau-là. Donc on est d'accord, l'évolution donc de x en fonction du temps, c'est bien une fonction sinusoïdale qui s'appuie plutôt sur un cosinus, alors que ici pour donc la vitesse, eh bien en fait on a une fonction sinus, ou plus précisément l'opposé ici donc d'un sinus. Alors ça démarre pas exactement à 0 là ici parce que on a l'incertitude expérimentale, mais en gros ça fonctionne. Alors à noter aussi un petit truc. Là, je parle surtout, bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui poursuivront donc par la suite dans les classes prépa, les choses comme ça, les licences scientifiques. C'est qu'en fait, ces courbes-là, on les appelle des courbes en quadrature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre d'ailleurs ici le réticule pour que vous compreniez l'idée. Vous, ce que vous connaissez, alors ça j'y reviens pas, c'est les courbes en phase. Ce que vous connaissez également, c'est des courbes en opposition de phase. Donc quand vous avez des sinus en phase, des sinus en opposition de phase, normalement vous devez, dans votre esprit, bien visualiser à quoi ça correspond. Sinon, vous allez revoir tout ce qu'on avait fait sur les ondes en début d'année. Là ici, on parle de courbes donc sinusoïdales en quadrature. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je rappelle que quand on est en phase, quand il y en a une qui est maximale, l'autre elle est aussi maximale. Quand il y en a une qui est minimale, l'autre elle est aussi minimale. L'opposition de phase, c'est quand il y a une maximale, l'autre est minimale, et réciproquement. Là ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il se passe que quand il y en a une, par exemple ici, qui est nulle, vous voyez là ici on est à 0, eh bien l'autre ici en bas est minimale ou maximale. Donc là vous voyez, quand il y en a une qui est maximale ou minimale, ici c'est minimal, eh bien l'autre est nul. D'accord? Vous voyez que c'est quasiment vrai aussi là, puisque là, ici, je suis presque au maximum et je suis quasiment à 0 là, ici.
Quand je vois, par exemple, ici, vous êtes d'accord, celle-là, la rose, là, ici, elle est à 0, eh bien, on voit très nettement que la bleue, elle est quasiment ici. Donc là, c'est pas un maximum, c'est un minimum. Donc, c'est-à-dire que quand il y en a une qui est nulle, l'autre, elle est forcément maximale ou minimale. Là, on voit très bien, quand celle-là, par exemple, ici, elle est à son maximum, bah, l'autre, là, ici, hop, elle est nulle. Voilà. Et puis, à nouveau, là, vous voyez, hop, celle-là, elle devient maximale, la bleue, là, ici, hein, voilà. Et l'autre, ici, est quasiment nulle. Voilà. Et voilà. Là, je retrouve ici un minimum, la bleue est nulle, etc., etc. Donc, les courbes en quadrature, en fait, c'est ça. C'est quand il y en a une qui est maximale, l'autre est nulle. Voilà. Donc, enfin, maximale ou minimale, et l'autre est nulle. Voilà, c'est ça, les courbes en quadrature. Alors ça, c'est important parce que, donc là, je suis à la limite, hein, bien évidemment, du programme de terminale. En fait, ça veut dire que les courbes, hein, en quadrature, on dira par la suite qu'elles sont déphasées en fait de pi sur 2 ou 90 degrés, mais on conservera là pour le coup l'écriture en radian, donc pi sur 2. Alors ça, c'est ceux qui feront des études scientifiques après en classe prépa, etc., qui verront tout ça. Alors voilà, là du coup on a donc maintenant la vitesse et puis on a donc ici la position x. Alors qu'est-ce qui va nous rester donc à faire là maintenant? Eh bien dans notre tableur, voilà ce que l'on va faire là ici. On va respectivement là, puis là, puis là, créer donc les trois énergies, donc cinétique, potentiel élastique, et puis donc l'énergie mécanique. Alors je vais commencer donc là ici par l'énergie cinétique. On va déjà commencer par celle-là. On va être donc ici un petit peu au clair ici. Donc je vais aller bien sûr dans variable. Voilà. Donc nouvelle variable. Là ici je vais mettre donc EC comme ça. Donc l'unité, bien sûr, ici, ce sont donc des joules que j'ai vu passer, voilà, là, ici. Là, même chose, je mets des croix. La couleur, donc je vais mettre, mettons, en rouge, là, ici. Voilà. Et maintenant, donc, je sais que j'ai la possibilité de créer donc cette énergie cinétique grâce à la fameuse formule, donc 1 demi de mv carré. Donc je vais ici écrire, alors on pourrait mettre entre parenthèses 1 divisé par 2, ou alors tout simplement écrire 0,5, multiplié par m. Alors m, il faut reprendre la valeur que l'on avait eue dans le cours. Dans le cours, on avait dit, donc là ici, 119,68 grammes. Ça c'est très précis, c'est une mesure que j'avais fait sur la balance électronique du labo, donc au centième, donc c'est très très précis là ici. Donc bien sûr, je vais ici écrire 0,11968. Bien évidemment, je convertis ici en kilogrammes. Et donc, je fais ici donc 1 demi multiplié par m et multiplié par v au carré. Donc v, bien évidemment, je l'ai ici. Alors oui, bien évidemment, bon, bêtement, j'avais oublié, bien sûr, de mettre le signe égal. Attention, si on oublie le signe égal, bien évidemment, ça ne va pas le faire. Donc multiplier, donc 0,5 fois 119,68 là ici, et fois, bien évidemment, la valeur de la vitesse, donc là ici, au carré. Donc vous pouvez faire, bien sûr, circonflexe de comme ceci. Voilà. Donc là, ça fonctionne, et ça va donc ici me donner cette valeur. Et je recopie donc ici vers donc le bas. Voilà. Alors là, très bien, donc j'ai l'énergie cinétique. Alors maintenant, on peut se dire, voilà, là ici, je vais créer donc variable, nouvelle variable, et donc maintenant, je vais faire l'énergie potentielle élastique. Alors, je peux l'appeler par exemple EP, EL, comme ça. Alors, il ne faut pas mettre de virgule, hein, attention ici. Il ne faut pas mettre de virgule ou même d'espace, je crois qu'il ne va pas apprécier. Donc, je vais mettre ici EPEL, comme ça, on a compris. Et donc là maintenant, je vais rechercher donc ici l'unité en joules. Je mets donc ici à nouveau mes croix. Là, je vais mettre cette couleur bleue, donc là ici, voilà. Et puis, donc, je vais
utiliser ici donc la formule de calcul. Alors maintenant je regarde et qu'est-ce que je peux voir donc là ici? Eh bien je vois que en gros, donc on me dit voilà, l'énergie potentielle élastique. Alors on me rappelle la formule là ici, mais on l'a vu dans le cours, hein, bien évidemment. L'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de kx carré, k étant la raideur du ressort. Ah oui, mais le problème, bien évidemment, c'est que la valeur, en fait, ici, hein, de la raideur du ressort, donc on ne me la donne pas. Donc à ce moment-là, comment je vais pouvoir faire? Alors je vais vous montrer ça tout de suite maintenant. Alors pour obtenir ici donc la valeur de la constante de raideur ici du ressort, il suffit tout simplement d'utiliser donc la relation suivante. Donc on prend donc ici la relation donc T égale donc ici 2pi racine, d'accord, de m donc sur k. Et on a mesuré avec les outils de Lattice Pro, alors pas directement la période, mais la fréquence. Donc la fréquence c'est 1,074, hein, rappelez-vous ici Hertz. Voilà, très bien. Alors maintenant, donc, on sait que la période et la fréquence sont inverses l'une de l'autre. Donc, je peux très bien dire ici que la fréquence f, c'est donc 1 sur t. C'est donc ici 1 sur 2pi racine, d'accord, de m, donc sur k. Voilà. Que je peux d'ailleurs aussi, hein, on voit ici qu'on a une racine avec un quotient là ici au dénominateur. Je peux donc remonter tout ça au numérateur en inversant bien évidemment ici donc numérateur et dénominateur. Donc autrement dit, ça veut dire que j'ai le droit de dire que c'est 1 sur 2pi. Donc là je vais le laisser, hein, le 1 sur 2pi, racine en fait de k sur m. C'est-à-dire que, bien évidemment, 1 sur racine de m sur k, je peux dire que c'est racine de k sur m. Voilà. Alors, à partir de là, je passe donc ici au carré. J'ai donc ici f carré qui vaut donc 1 sur 4pi au carré. Hein, le 2pi, je rappelle, quand on l'élève au carré, ça fait 4pi au carré, et la racine disparaît. Je vais donc me retrouver ici avec k sur m. Très bien. Donc, à partir de là, eh bien, je vois que tout simplement, en faisant donc l'opération ici du produit en croix, je vais donc avoir f carré pardon, fois 4pi carré fois m, ici, hein, en faisant le produit comme ça, qui va être égal eh bien, tout simplement à k. Donc j'en déduis ici, on en déduit, voilà, on en déduit, donc ici que k, eh bien ce sera tout simplement 4pi carré, hein, généralement le 4pi carré on le met au début, multiplié par la masse m, et multiplié donc par la fréquence, donc ici au carré. Voilà. Et on peut donc faire ici une application numérique pour obtenir donc la raideur du ressort. Donc là ici je vais prendre donc ma calculatrice que normalement vous devez voir, voilà, là ici, et voilà, je vais me positionner ici comme ça, c'est bon, tout le monde voit, donc je vais faire 4 multiplié donc là ici par pi, donc seconde pi au carré, multiplié par la masse, alors la masse en kilogrammes, 0,11968, hein, rappelez-vous tout à l'heure, et donc multiplié par la fréquence ici au carré. Donc la fréquence, ça fait 1,074, le tout ici donc au carré. Alors je fais ce calcul, et qu'est-ce que vous voyez là ici? Eh bien que j'obtiens approximativement 5,45 là ici. Voilà. Donc, eh bien, je peux ici noter que K, c'est donc 5,45, et je rappelle que c'est ici comme unité des newtons mètre moins 1, hein, c'est-à-dire ici des newtons par mètre.
Alors maintenant que j'ai réussi ici à calculer, donc en utilisant la formule de la période, ici la raideur du ressort, eh bien j'ai la possibilité, donc là ici, de calculer donc l'énergie potentielle élastique en faisant donc un demi, je réécrirai 0,5, multiplié donc par la raideur qu'on vient de calculer, 5,45, et multiplié ici par x au carré, et bien évidemment les x, on les a là ici. Alors là, on y va, donc c'est parti. Je vais mettre là ici, bon ben voilà, égal. Donc 0,5 multiplié par la raideur, donc 5,45 qu'on a calculé, et multiplié ici par donc x. Donc il va me mettre bien sûr mouvement x là ici, donc au carré, circonflexe 2. Voilà, comme ça. Et je valide. Bon. J'aurais pu le faire d'ailleurs aussi pour la première parce que là j'ai X, mais bon, pour rester en cohérence ici avec l'énergie cinétique, je vais également démarrer ici sur le deuxième. Alors, je décale tout ceci donc là vers le bas, et donc j'ai la possibilité voilà, d'avoir donc toutes les énergies, donc là ici, potentiel élastique. Et il me reste donc là maintenant à créer donc la variable qui est ici, donc l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, toujours pareil, l'unité donc ici en joules, voilà. Donc avec des styles point par point ici, et une couleur par exemple verte que je vais prendre comme ceci. Voilà. Donc là, je me mets ici, et qu'est-ce que l'on a dit? Eh bien, on avait dit en cours, et on le rappelait ici, que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, ici. Donc je fais égal quoi? Égal EC, énergie cinétique, plus énergie potentielle, donc du coup élastique. Voilà. Et donc je valide tout ceci, et je vais donc recopier vers le bas, donc ici. Voilà. Alors là maintenant, j'ai réussi en fait à faire donc un travail assez conséquent, puisque donc en fonction du temps et de x, j'ai pu dans un premier temps déterminer la vitesse. La vitesse, j'en avais vraiment besoin pour l'énergie cinétique, 1 demi de mv2. Ensuite, l'énergie potentielle et élastique, 1 demi de kx carré avec le calcul de k comme je vous ai montré avant, et l'énergie donc mécanique. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, je vais aller donc dans fenêtre, nouvelle fenêtre, donc là ici. Alors vous voyez que parfois il y a un bug comme ceci qui s'installe, donc même chose, je rappelle, je réduis comme ça, je relance, et là il n'y a pas de problème, j'aurai bien ma fenêtre 1, mon tableur, et maintenant ma fenêtre 2. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici dans la fenêtre 2? Eh bien je vais mettre tout simplement le graphique ici des énergies. Et qu'est-ce que je vais voir? Eh bien je vais voir ici que EP, EL, je vais avoir quelque chose qui fait ça. Alors c'est peut-être un petit peu difficile à voir, mais on peut s'apercevoir ici que l'on a donc en fait un premier mouvement sinusoïdal là ici, alors qui n'est pas parfait bien évidemment. Ensuite l'énergie cinétique, alors même chose, je vais en avoir un autre là ici. Et alors là il faut faire attention parce que là il n'y a plus de quadrature, on est en opposition de phase. Et l'énergie donc mécanique ici, comme vous pouvez le voir, qui est quasiment constante. Alors c'est pas tout à fait vrai, bien évidemment, mais c'est ce que l'on peut voir là ici. Alors bien évidemment, le problème c'est que si je vous montre ça ici tel quel, on ne voit plus rien du tout. Donc c'est là que ça peut être intéressant si vous voulez de modéliser. Donc ici, effectivement, on obtient toujours des fonctions sinusoïdales. Parce qu'en mathématiques, on peut montrer que quand on prend une fonction sinusoïdale, qu'on l'élève par exemple au carré, ce que l'on fait, parce que quand vous faites v au carré ou x au carré, il y a donc en fait une fonction sinusoïdale que vous élevez au carré. Et bien toutes les propriétés en fait des fonctions sinusoïdales disent que le carré d'une fonction sinusoïdale reste une fonction sinusoïdale. Sauf que là, bien évidemment, il n'y a plus de conservation de la période. Alors, j'ai donc ici, de manière, je dirais, cohérente, tout à fait donc la possibilité de faire donc ce travail-là ici. Alors, je vais commencer donc par EC, ici. Voilà. Je vais donc choisir un modèle. Bon, je peux prendre par exemple ici un modèle en cosinus, mais bon, je pourrais prendre aussi un sinus. Finalement, en mathématiques, un sinus, un cosinus, c'est presque la même chose. C'est simplement donc décalé de pi sur 2. Bon.
Alors, je ne vais pas chercher l'équation là ici, je vais juste voilà, faire ça. Et donc là ici, montrer, voilà. Donc là j'ai, si vous voulez, voilà ici. Donc c'est modèle de EC comme ça. Voilà, donc je l'amène là. Et donc voilà ici ce que ça va donc ici me donner. Donc je vais aller dans les propriétés, je vais le mettre ici donc en rouge pour que visuellement ce soit donc ici, voilà, un petit peu mieux comme ceci. Voilà. Donc là, si vous voulez, bah, j'ai réussi hein, à faire passer donc à travers ce nuage de points là ici, une première fonction sinusoïdale. Maintenant je fais donc ça c'était l'énergie cinétique. Donc maintenant je vais faire la même chose avec l'énergie potentielle. Donc hop, on y va là ici. À nouveau, choisir un modèle, je vais reprendre un cosinus. Donc voilà, calculer donc le modèle. Là, vous voyez qu'il me le remet direct. Donc ça, c'est bon, bah voilà, de temps en temps, ça lui arrive. Hein. Parfois, il met pas. Jamais trop compris pourquoi d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave. On a toujours bien sûr la possibilité de ramener les courbes manuellement. Donc très bien, là ici, donc je vais aller mettre les courbes ici. Donc vous voyez là en bleu, ok. Et puis je pense que vous avez compris là ici bah, que l'énergie mécanique en fait bah, ça va être une fonction en réalité constante là ici. Donc je vais bien sûr la modéliser, l'énergie mécanique EM, mais là bien évidemment il faut que je prenne quelque chose de cohérent. Je vais tout simplement la modéliser ici par une fonction constante. Je calcule donc ici le modèle, donc à nouveau il ne me l'a pas mis ici, mais c'est pas grave, je vais le ramener comme ça manuellement. Et je vois là ici que je la remets donc maintenant ici en vert. Eh bien je vois effectivement que maintenant eh bien j'ai donc montré ici la conservation d'énergie. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai parce que comme vous voyez là ici les courbes normalement devraient revenir exactement au même niveau, mais je vois donc que j'obtiens en fait ici donc une figure qui est tout à fait en fait similaire à celle que normalement j'avais fournie voilà là ici dans le cours, c'est-à-dire ici l'oscillateur élastique horizontal. Alors bien sûr là ici attention, il n'est pas amorti, celui-là il est libre, hein, il faut faire la modification. Donc là ici voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle le graphe des énergies. Alors ça bien évidemment c'est le cas idéal que bien évidemment on retrouve quand même assez bien validé expérimentalement là ici. Alors effectivement, tout ce travail là ici, il a consisté en fait à montrer que si on considère, et si on faisait ici un travail un petit peu plus élaboré, qu'il n'y a pas de force de frottement qui viennent perturber ici les oscillations, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas amortir les oscillations, contrairement au cas suivant que l'on étudiera après, eh bien on a donc ce que l'on appelle la conservation de l'énergie. Donc autrement dit, l'énergie potentielle, puisqu'on a déplacé le ressort, on a donc une certaine réserve d'énergie potentielle qui est maximale là ici. L'énergie cinétique, bien entendu, est nulle au départ, puisqu'il n'y a pas encore de mise en mouvement, donc la vitesse est nulle. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'allongement va varier. Donc ici, comme le mobile revient vers sa position d'équilibre, du coup l'allongement x diminue, donc 1 demi de kx carré diminue. Donc c'est tout à fait normal que l'énergie potentielle ici diminue. Pendant ce temps-là, bien sûr, la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Il y a donc un transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique. Et s'il n'y a eu aucune perte d'énergie du fait de l'amortissement, eh bien on voit que en fait la diminution d'énergie potentielle correspond exactement à l'augmentation d'énergie cinétique. Puis après c'est le contraire, on diminue l'énergie cinétique, on réaugmente l'énergie potentielle. Là en fait ici, eh bien on est revenu donc alors non pas bien évidemment à la position initiale, mais on est venu en fait ici on était là si vous voulez dans la zone donc de compression là ici. Hein. Donc là on a la première partie du mouvement. Là ici il y a l'augmentation jusque le retour à l'équilibre et puis là on a en fait la zone de compression. Et puis après voilà on a comme ça ce va-et-vient ici. Et donc bien évidemment si on fait la somme des deux courbes là ici, eh bien on a bien quelque chose qui est donc constant là ici.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire ici sur l'étude donc énergétique de l'oscillateur mécanique libre, si vous voulez. Et donc, ben voilà, on arrive ici à ce graphe des énergies, c'est-à-dire qu'il y a bien eu donc conservation de l'énergie mécanique, hein, ici en vert, parce que tout simplement, il y a eu à chaque cycle, hein, bien évidemment, d'oscillation, un transfert d'énergie potentielle en cinétique, puis cinétique en potentiel, puis à nouveau potentiel en cinétique, et ainsi de suite, comme ça, sans jamais avoir de perte. Alors ça, bien évidemment, c'est le cas idéal, mais on se doute bien dans la pratique qu'il y a quand même des frottements, et donc ce qui va se passer, c'est que tout cela va s'affaiblir ici, donc en amplitude, et on va voir comment ça va être l'objet donc de la prochaine vidéo. Donc c'est tout ce que je dirais sur cette première partie, là ici. Alors pour travailler maintenant sur la vidéo, donc ici concernant donc l'oscillateur cette fois-ci amorti, eh bien vous ouvrez donc à nouveau Ilatis, vous refaites donc ici une nouvelle étude, donc je reprends la lecture de séquence à vie, donc je vais ici donc dans les fichiers et je vais donc maintenant ici prendre la vidéo de l'oscillateur donc mécanique ici amorti, voilà, et je vais donc ouvrir. Voilà, donc à nouveau là ici je vais avoir donc une vidéo qui va être donc ici, voilà, donc là je reviens ici comme ceci. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien vous voyez en fait que l'on a pris ce dispositif, alors je détaille pas tout, hein, là ici en fait c'est un système sur un banc à coussin d'air, hein. Vous voyez ici on voit des tout petits points qui pulsent de l'air pour diminuer les frottements, et donc c'est le fameux système accroché aux deux ressorts. Donc à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, hein, bien évidemment là ici, hein, je l'avais montré tout à l'heure, on va voir bien évidemment que progressivement ici, les oscillations donc en fait vont s'amortir, puisque tout simplement on ne va pas revenir à la position donc initiale, et progressivement donc on va ici avoir donc quelque chose qui va s'atténuer. Alors pour la sélection donc ici de l'origine, donc je vous conseille ici de vous placer, mettons quelque part par là, ici, c'est-à-dire en faisant ici, en prenant comme repère le trait qui est à l'arrière ici, et en amenant le trait horizontal à peu près ici au milieu donc de la marque qui est en jaune, donc là ici, voilà, comme ça, hein. Donc vous faites ça ici, voilà, donc au mieux, très bien. Ensuite, pour avoir donc les talons, eh bien, il faut prendre la longueur, là ici, de cet objet. Ou, bien évidemment, on vous avait dit dans la partie ici des données que la longueur du système oscillant dans ce cas-là est de 18 cm. Voilà, vous voyez 18 cm là ici. Donc c'est ce que l'on fait là ici. Donc je vais pointer de là jusque donc là ici, et mettre donc 18 cm, donc c'est-à-dire ici 0,18 mètres. Bon, voilà, très bien. Et ensuite, pour la sélection donc manuelle des points, et eh bien voilà donc ici ce que vous allez obtenir. Alors c'est toujours pareil, hein, bien évidemment, au niveau du zoom, on va donc ici diminuer, voir un petit peu jusqu'où on est capable d'aller. Mais bon, je pense que là, voilà, ici, vous voyez, j'ai réussi à faire à peu près la première cible jaune. Je pense qu'on voilà, on pourra pas aller plus loin. Donc ici, je pense que c'est bon. Voilà. Là, je suis bien au niveau de la première cible bleue, hein, voilà. Je peux même d'ailleurs encore peut-être réduire d'un cran ici. Voilà, là c'est bon. Donc, on y va. Je fais donc le premier point là ici. Le deuxième, hein, voilà, le troisième, et ainsi de suite, comme ça. Alors voilà, donc à l'issue du pointage, j'obtiens donc cette figure qui est un petit peu comme tout à l'heure d'ailleurs, est un petit peu fouillie là ici, mais c'est pas grave, puisque en fait l'objectif ça va être donc d'exploiter ici donc les courbes, et comme vous le voyez, donc maintenant je quitte là ici, si je retourne ici donc dans les paramètres, je retrouve bien donc ici le mouvement X et le mouvement
donc Y. Alors maintenant, comme tout à l'heure, donc je vais pouvoir ici visualiser le mouvement X donc en fonction du temps en faisant comme ceci. Et là maintenant, bah, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez donc qu'on a ici un mouvement donc qui est, comme on dit, amorti. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous voyez ici, on a donc un mouvement hein, comme ceci qui donc a une amplitude, vous voyez ici, qui diminue hein, par rapport au départ. Là, on voit très bien, on avait une grande amplitude ici. Là, on a une amplitude beaucoup plus réduite. Donc ça veut dire en fait qu'il y a eu amortissement, c'est-à-dire dissipation donc de l'énergie. Alors après, bien évidemment, on peut repartir donc ici dans le tableur et ramener donc ici les temps, ensuite les mouvements X, et puis donc refaire tout le travail pour créer donc la vitesse, puis l'énergie cinétique, puis l'énergie donc ici, comment dirais-je, potentielle donc de l'énergie potentielle élastique et puis donc l'énergie mécanique. Alors vous ferez bien attention là ici que vous aurez donc à nouveau à devoir donc calculer ici la constante de raideur qui n'est pas la même hein, ici dans ce cas-là. Alors en fait, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va admettre que cette formule-là pour un oscillateur amorti reste vraie, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on va faire cette hypothèse donc là ici. Et là, on va mesurer donc une, alors non pas période en fait, mais une pseudo-période. Donc comment on va pouvoir faire ça? Eh bien, on va dire, si vous voulez, que la pseudo-période, c'est en fait la durée pour laquelle on est revenu sur un maximum. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un maximum comme ce que l'on avait tout à l'heure, hein, bien évidemment, mais voilà, on retrouve ça là, ici. Éventuellement, je peux dire que c'est par exemple la durée qui va de là, ici, jusque quelque part par là. Alors là, ici, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le réticule, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc l'outil du réticule, donc voilà, je suis là, donc ici. Voilà, donc je fais ça, là je fais clic droit, et puis je fais nouvelle origine. Dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il pose égal à 0 l'origine qui est là, et donc du coup, maintenant, je peux directement donc mesurer la période là ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, que j'ai ici, hein, on le voit apparaître tout en bas du réticule, 1, donc 105 secondes. Hein. Regardez bien, ici vous allez le voir au niveau de la fenêtre, c'est vraiment tout en bas à droite dans le petit encadré rose ici, donc 1,105 secondes. Donc là c'est la période. Alors on y va. Donc ici, je vais le noter pour qu'on s'en souvienne. Donc ici, je vais faire, voilà, créer commentaire là ici. Donc là, je vais écrire tout simplement T, donc égal, alors on a dit combien? 1,105, donc ici, secondes. Alors, tout à l'heure, bien évidemment, on avait, avec les fonctionnalités automatiques, une fréquence là ici. Bon, bah là, on utilise donc une période. Alors en fait, c'est pas exactement une période, c'est ce qu'on appelle une pseudo-période, parce que bien sûr, c'est une fonction sinusoïdale amortie, puisqu'il y a un affaiblissement donc en amplitude. Voilà. Alors après, bien sûr, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc vous laisser recréer, donc ici on aura la vitesse, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique. Et bien évidemment, pour donc ici obtenir la valeur donc de la raideur de l'ensemble des deux ressorts, donc, qui, je rappelle, sont équivalents à un seul ressort, eh bien, je vais réutiliser, hein, bien sûr, ici, donc cette formule-là, sachant que la masse, attention, là, ici, il faut prendre donc 85,2 grammes, hein, ici. Et bien sûr, la période, la valeur que l'on a trouvée donc avant. Voilà, alors je vous laisse faire tout ça, et puis ensuite, on reprend donc la correction de tout ceci.
Alors ici, donc pour la mesure donc de la raideur K, eh bien, comme tout à l'heure, hein, on reprend donc la formule ici, donc T égale 2pi racine donc de M sur K, avec, donc là, contrairement à tout à l'heure, on avait mesuré la fréquence, on mesure donc la période. Donc ici, la période, ou plus précisément la pseudo-période, hein, pour être rigoureux là ici, c'est 1,105 ici secondes. Voilà. Donc à partir de là, j'élève au carré, j'ai donc t au carré égale 4 pi carré, donc ici m sur k. Et donc là ici, j'en déduis, donc en multipliant ici produit en croix et en redivisant après par t au carré, j'en déduis donc ici que t, eh bien, c'est 4 pi au carré m sur t au carré. Voilà. Donc 4 pi carré m sur t au carré. Alors à partir de là, eh bien, comme tout à l'heure, je vais reprendre donc ici ma calculatrice. Voilà, donc vous devez ici l'avoir sans trop de problème. Et puis, donc c'est parti. Donc 4 multiplié par seconde pi, donc ici au carré. Voilà, et multiplié donc par m. Alors on ne se trompe pas, tout à l'heure on avait une masse qui était de 119,68 grammes, alors qu'ici c'est 85,2 grammes. Hein, on n'a pas la même masse là ici, hein, donc je vais faire 0,0, donc 852. Voilà, donc là j'ai calculé le 4 pi carré fois m et divisé donc par t au carré, donc c'est 1,105 ici donc au carré. Donc je fais ça et là je m'aperçois ici que j'ai approximativement 2,75 donc newton par mètre. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout la même raideur. Là on a un ressort qui a une raideur plus faible, c'est-à-dire qui est plus souple entre guillemets. Donc on y va. L'application numérique là ici me donne K égale 2,75 newton par mètre, ou newton ici mètre moins 1. Alors voilà, donc le travail ici est réalisé. Donc on a l'ensemble des vitesses, de l'énergie cinétique, énergie potentielle élastique et donc ici l'énergie mécanique. Alors pour l'énergie cinétique, attention ici, on fait bien sûr 1,5 de mv2, mais attention la masse à prendre en ligne de compte là ici, c'est la nouvelle masse, hein, c'est-à-dire les 85,2 grammes que l'on convertit en kilogrammes. Attention, ce n'est pas la même masse ici. Et puis, idem là ici, bien sûr, on prenait la nouvelle raideur qu'on a calculée dans la séquence juste avant et qui était de 2,75 ici et pas 5,45 comme tout à l'heure. Et ici, bien sûr, donc la somme des deux. Alors, on y va. On peut représenter donc ici sur cette fenêtre, donc là, l'évolution de la vitesse, un petit peu comme ce que l'on avait fait tout à l'heure. Donc je ramène ici, voilà comme ceci, et puis là, bien sûr, je fais un calibrage. Et qu'est-ce que je vois? Je ramène donc ceci là. Eh bien, c'est que, même chose, la vitesse est elle aussi en quadrature, hein, c'est-à-dire que quand elle est extrémale, comme on dit, hein, c'est-à-dire maximale comme ici ou minimale, eh bien l'autre ici est nul et réciproquement. Voilà. Alors ici, on voit qu'on a quelques petits décalages, mais bon, globalement, ça fonctionne. Hein. Ici, voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que bien évidemment, cette histoire de quadrature, c'est uniquement quand on a des sinus parfaits, mais ici, on constate que ça fonctionne encore. Alors, bien sûr, la position s'affaiblit progressivement, et bien évidemment, la vitesse elle aussi va s'affaiblir jusque forcément arriver à un moment donné où le système va s'arrêter, c'est-à-dire qu'ici, il y aura eu dissipation de toute l'énergie et donc, en gros, on n'aura plus rien. Alors maintenant, donc comme tout à l'heure, voilà ce que je vais faire donc là ici, une nouvelle fenêtre, hein, donc ici fenêtre 2, hop, je débug en faisant ceci, et je vais donc ici amener donc EP, EL, comme ceci. Alors là,
je vais, pour des questions de visibilité, parce que là, j'ai pas de modèle mathématique simple hein, pour pouvoir ici faire donc une courbe de tendance. Je peux le faire en Python, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, mais là, ici, je peux pas, j'ai pas la possibilité de le faire, donc ici, sur la tisse. Donc, je vais donc juste ici, volontairement, faire quelque chose, alors que d'habitude, on ne fait jamais, mais bon, tant pis. Là, cette fois-ci, je vais donc le faire, c'est que je vais les relier comme ça par des petits segments. Hein. Alors, évidemment, c'est complètement aberrant là, ici, parce qu'on voit ça fait des petits angles ici, mais disons que visuellement, ça va quand même vous aider à un petit peu mieux voir ce qui va se passer. Donc là, on avait l'énergie potentielle, donc élastique, en bleu. Alors, l'énergie cinétique, donc là, on obtient ceci. Donc, à nouveau, même chose, propriété. Je vais mettre donc ici mes petits traits reliés, hein, vous voyez, donc comme ceci, voilà. Donc on voit bien évidemment qu'il y a toujours ce transfert, hein, bien évidemment, d'énergie, mais que en fait, toute l'énergie, par exemple ici, potentielle de pesanteur, n'a pas été transférée intégralement en énergie cinétique. C'est-à-dire en fait, entre là et là, la différence que vous avez là ici, eh bien ça correspond en fait à l'énergie qui a été dissipée par les forces de frottement, parce que dans la vidéo, hein, donc ça je peux éventuellement vous remontrer donc là ici, parce que ça c'est quand même important, j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc je vais vous le montrer. En réalité, donc dans la vidéo, on avait volontairement ici, voilà, on avait volontairement mis cette tige là ici, qui, donc je reviens ici au point de départ, qui, donc ça c'est tout simplement une tige métallique, qui vient en fait frotter dans un bac, alors on ne le voit pas très très bien là ici, mais là vous avez un bac, et dans ce bac, en fait, on a mis tout simplement du liquide vaisselle. Et en fait, le liquide vaisselle du commerce, hein, directement, est suffisamment visqueux, si vous voulez, pour créer comme ça cet amortissement, c'est-à-dire qu'on a ce que l'on appelle un amortissement par frottement fluide. Donc en réalité ici, il y a des forces de frottement qui sont exercées sur le système via ici cette tige qui vient tremper là, enfin imaginez ici qu'on a un réserve avec du liquide vaisselle. Et donc c'est tellement visqueux et bien que volontairement, on augmente ici donc les frottements. Et donc cette force de frottement fluide due au liquide vaisselle, là, eh bien, elle dissipe à chaque cycle ici de l'énergie. Donc là, on voit qu'on a une première énergie qui a été donc ici dissipée, à nouveau ici, à nouveau ici, à nouveau ici, ainsi de suite comme ça. Alors si je représente donc maintenant l'énergie mécanique, voilà ce que ça va nous donner. Alors ça va nous donner une courbe un petit peu bizarre, donc là ici, mais qui voilà, est quand même visuellement assez intéressante. Donc ici, voilà, avec là aussi des traits avec croix reliées. Voilà, comme ceci. Alors là, bien évidemment, vous voyez que l'énergie mécanique, bien sûr, n'est absolument plus une constante comme ce que l'on avait tout à l'heure, et que donc elle diminue, hein, bien évidemment, à chaque fois, comme vous le voyez donc ici. Voilà. Donc on retrouve là, de manière assez intéressante, eh bien, la figure de la deuxième partie, hein, ça rappelez-vous c'était la première partie, l'oscillateur donc libre. Là maintenant on a l'oscillateur amorti, donc avec ici le graphe des énergies. Ça je peux réduire le ruban ici, j'aurai un petit peu plus de place. Et on voit bien donc là ici qu'il y a donc la diminution progressive, hein, de l'énergie potentielle. Donc à chaque fois, le transfert en énergie cinétique se fait avec une sorte d'affaiblissement, et on voit bien ici que par paliers successifs, il va comme ça y avoir une perte de l'énergie donc mécanique. Le système perd de son énergie mécanique, et forcément, il va arriver à un moment donné, un petit peu plus loin là ici, il n'y a plus d'énergie, le système arrête d'osciller, et donc ça s'arrête. Donc ici, conservation donc, de l'énergie, donc ici, dans le cas de l'oscillateur libre, hein, puisque les cycles ici se compensent exactement, hein, il y a donc bien un transfert vraiment intégral de l'énergie, et la somme est une constante. Là ici, à chaque cycle, on voit bien, ça remonte moins haut, il y a donc à chaque fois des pertes, et c'est ce qui justifie cette courbe là ici, qui
décroît et ça clôture donc ici cette séquence sur l'étude énergétique donc des deux oscillateurs libres et maintenant donc amortis. Alors je vous encourage également ici à refaire ce travail donc ici en utilisant donc la vidéo sur le pendule, hein, puisque je vous ai mis à disposition une troisième vidéo sur le pendule, donc qui est ce travail là ici. Voilà, donc je le remontre plusieurs fois, en faisant par contre attention là ici que l'énergie potentielle qui est à prendre donc en ligne de compte dans cette manipulation, c'est l'énergie potentielle donc de pesanteur et bien entendu absolument pas l'énergie ici potentielle donc élastique, hein, puisqu'il n'y a pas de ressort. Alors vous ferez bien attention que dans ce cas-là, donc l'énergie potentielle à prendre, c'est donc l'énergie potentielle de pesanteur. Il faut donc écrire de la manière suivante. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais noter donc ici comme ceci. Donc d'ailleurs prendre peut-être une couleur qui soit un petit peu mieux là ici sur le fond noir. Voilà. Donc de dire que l'énergie, hein, bien évidemment je vais le mettre ici en gras. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, donc je mettrai les 2P après là ici, et bien c'est donc égal ici à M multiplié par G multiplié par Z, hein, ça c'est ce qui avait été vu ici donc dans la partie cours, hein, bien évidemment. Donc là ici je vais mettre les deux lettres P comme ceci. Alors là le problème c'est que voilà, donc je vais le mettre comme ça. Voilà, réduire aussi un petit peu la taille, mettons comme ceci, voilà, donc EPP, vous l'avez là. Alors maintenant, il va falloir faire attention parce que ça, c'est ce que l'on avait vu dans le cours. Or, rappelez-vous, dans Lattice Pro, l'axe vertical ici, dans la vidéo du pendule, même d'ailleurs, ce sera le cas aussi pour les autres vidéos que je vais vous montrer après, eh bien, cet axe vertical, Lattice Pro, donc ici, le considère comme étant un axe des Y. Alors, il y a la possibilité, hein, dans les fonctionnalités de Lattice Pro, de changer le nom des axes. Sinon, ici, il suffit tout simplement de se dire que, en fait, l'énergie, donc ici, potentielle, donc de pesanteur, eh bien, elle sera donc tout simplement ici donnée en faisant M multiplié par G et multiplié par, bien évidemment, ce que Lattice appelle ici mouvement Y, hein, rappelez-vous. Voilà, je vais le mettre entre parenthèses comme ça, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien évidemment ce que fait Lattice, hein, bien sûr. Avec bien sûr ici donc G donc égale 9,81. Voilà donc ici. Donc ça c'est important. Je vais aussi d'ailleurs vous donner la masse donc ici de l'élément. Voilà, donc la masse M, là ici, eh bien, en fait, elle est de 200 grammes, hein, bien évidemment. Donc, bien faire attention de la convertir, hein, bien évidemment, en kilogrammes, là ici. Voilà. Donc, c'est, on est bien d'accord, hein, la masse M de l'élément que vous avez vu donc oscillant là ici. Voilà pour ça, hein. Donc je rappelle, hein, bien évidemment ici voilà, hein, si je fais ça, voilà, c'est la masse bien évidemment de la boule qui se trouve là. Alors ce que je peux faire donc ici maintenant, donc tout ce travail, hein, vous pouvez sans problème le refaire sur Lattice Pro et ça fonctionnera, hein, exactement comme ce que l'on a fait là ici. Alors moi ce que je vais faire en fait, histoire de changer un petit peu, et puis peut-être pour montrer aussi certains outils informatiques de traitement qui est intéressant donc de faire
ici dans les sciences physiques, c'est de travailler avec le programme Python, en fait, ou plus précisément une programmation en langage Python. Oui, petite chose importante, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si vous refaites ce travail donc avec Lattice Pro, vous voyez ici sur la vidéo, là, il y a une petite croix à cet endroit-là ici. Eh bien, c'est là qu'il faut prendre l'origine, en fait. Parce que ça correspond tout simplement à l'endroit, si vous voulez ici, hein, je ne sais pas si je vais réussir à le voir, oui, peut-être comme ça, oui, à l'endroit, en fait, où le système passe à sa position d'équilibre, c'est-à-dire que quand il n'est pas en mouvement, il est vraiment dans la position verticale. Donc, généralement, on se place à cet endroit-là, au niveau donc de l'origine. Hein, donc, vous mettrez l'origine de repère ici, et puis là, donc, vous avez les talons de 20 cm. Voilà. Donc je vous laisse refaire tout ce travail et ça fonctionne. Alors, si je fais donc ce travail ici, donc en exploitant en langage Python, alors je vais vous montrer là ici que l'on obtient en fait quelque chose de tout à fait intéressant. Hein, avec l'automatisation. Alors c'est ça l'intérêt de la programmation, si vous voulez, en langage Python. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, de tout ça, parce que vous, comme je l'ai déjà dit, vous êtes une classe d'âge, si je puis dire, qui n'a pas du tout vécu tout ça au niveau lycée. Certains d'entre vous, je pense, dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur, travailleront beaucoup ici en programmation Python. Donc voilà, on va dire que ça, c'est un programme qui permet de récupérer les données issues de Lattice Pro, de les traiter et en fait, concrètement, de construire les courbes. Alors, je lance donc ici le programme. Alors, il faut le laisser tourner un petit peu parce qu'il y a pas mal donc de données. Et vous allez voir donc ici ce qu'il va donc me fournir. Hein. Donc là, on est bien dans un oscillateur ici mécanique libre qui est en fait donc ici le pendule simple. Alors, il me demande, hein, là ici, c'est ce qu'on appelle l'input, il me demande ici donc la valeur de la masse. Alors attention, hein, vous voyez ici, il me demande la valeur de la masse en kilogrammes. Donc je vais mettre 0,200 là ici. Bon, après, il me demande la valeur de l'intensité de pesanteur. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis newton par kilogramme parce que c'est plutôt un truc qui est destiné ici aux premières. En terminale, bien sûr, j'aurais mis mètres seconde moins 2. Donc, je remets bien sûr le 9,81, hein, c'est le G. Et voilà donc ce qui me donne là ici. Hein. Alors là, je n'ai pas fait ici de modèle, hein, bien évidemment, mathématique, parce qu'en fait, on peut montrer que là, on n'a pas en fait des vraies fonctions sinusoïdales. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ici. Mais vous voyez que, un petit peu comme ce que l'on avait vu tout à l'heure, alors là, j'ai travaillé en fait sur une période, hein, c'est-à-dire il y a vraiment un aller-retour de pendule comme ça, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo. Et bien ici, on a conservation, alors bien évidemment là vous voyez il y a des petits décrochements parce que bon c'est pas parfait hein, bien évidemment, mais on voit bien donc ici en bleu l'énergie potentielle de pesanteur, hein, là bien évidemment attention, MGZ ou MG mouvement Y, hein, en Lattice Pro, là on a l'énergie donc cinétique 1,5 de MV2, hein, donc il faut bien sûr ici déterminer la vitesse, et puis là l'énergie, hein, donc potentielle l'énergie mécanique qui apparaît en vert là ici, et vous voyez qu'au début hein, elle est assez constante hein, finalement, parce que bon ça c'est probablement dû aux erreurs expérimentales. Par contre à la fin ça commence un petit peu à décrocher là ici, donc finalement on peut dire que voilà, ça valide assez bien pour un pendule simple comme vous l'avez vu ici, la conservation de l'énergie. Ce que je peux également vous montrer, et là c'est des choses que vous aviez vues aussi en première, alors la même chose, je vais passer par un programme Python pour aller plus vite, hein, à partir de résultats que j'ai déjà dans ma base de données personnelle, parce que en fait, comment dirais-je, les programmes Python qui sont ici, pour la petite histoire et ceux qui travailleront là-dessus après, utilisent en fait des données qui sont là-dedans, ici, et qui sont, par exemple, je peux vous le montrer là, des données récupérées en fait dans un format un petit peu particulier. Alors c'est très peu facile de lire ce truc-là, c'est ce qu'on appelle des données au format CSV. Bon bref, donc lui en fait récupère ces données-là et fait tout le traitement. Alors, je vais vous montrer par exemple ce qui se passe en termes de conservation d'énergie, parce que là on peut parler de conservation d'énergie, donc dans le cas d'une chute libre. Donc là en fait, c'est je refais tout ce travail, mais en gros sur cette vidéo-là, c'est-à-dire une vidéo sur laquelle vous avez déjà
travailler. Rappelez-vous, c'était la chute parabolique, donc ici, donc de la balle de golf. Hein. Vous voyez là ici, hop, là c'était la personne qui lançait comme ça une balle de golf. Hein. Rappelez-vous, comme ceci, voilà. Je la remontre plusieurs fois. Donc là, a priori, il y a bien conservation de l'énergie, puisqu'il n'y a pas de force de frottement. Ça, de toute façon, on le refera en exercice. N'ayant pas de force de frottement, la seule force qui s'applique là, ici, c'est le poids. Et le poids, c'est une force conservative. Donc, si on réutilise le théorème de l'énergie mécanique vu dans la partie cours, eh bien, automatiquement, ici, on n'a pas donc de travail qui intervient, c'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc si la variation d'énergie mécanique est nulle, eh bien ça veut dire que cette énergie mécanique est une constante. Alors c'est ce qu'on va montrer là ici, et vous allez voir que ça fonctionne vraiment de manière, j'ai envie de dire presque spectaculaire là ici. Donc vous allez voir, donc là je prends la masse du système. Alors la masse de la balle de golf, c'était comme ce qu'on avait vu en cours, c'est donc il faut la donner en kilogrammes ici. Donc c'était 45,9 grammes, donc ça fait 0,0459 là ici, voilà. Là on a donc le champ de pesanteur pareil, donc c'est ici 9,81. Et voilà donc ce que ça nous donne là ici. Je vais un petit peu agrandir. Donc là, vous voyez, en quelque sorte, vous retrouvez quelque chose que je pense que vous avez dû faire en première l'année dernière. Donc on voit bien ici que l'énergie potentielle de pesanteur va varier comme ceci, hein, mais évidemment au départ elle va augmenter. Là en réalité on ne le voit pas, mais on a 0 là ici. Donc elle va augmenter comme ça, puis bien évidemment ici rediminuer, hein, puisqu'elle passe par une altitude maximale ici, puis ensuite donc elle diminue. Là par contre l'énergie cinétique va diminuer parce qu'il y a une vitesse initiale et puis ensuite au fur et à mesure de l'ascension la vitesse diminue jusqu'à arriver à un maximum, puis ensuite pendant la chute hop elle réaugmente et on voit bien ici que la somme des deux, bon sur la fin il y a quelques petites erreurs mais on voit bien ici c'est quand même assez impeccable qu'on a donc une énergie donc ici mécanique qui est constante. Je peux également vous montrer donc une variante de ça, c'est si donc maintenant je prends une chute libre verticale, c'est-à-dire que là je prends, vous voyez, comme ça, hein, donc je vais remontrer ici, vous voyez là la personne lâche depuis je sais pas, le sommet d'un escabeau, chose comme ça, donc la balle de golf, vous voyez, dans une chute libre verticale, hein. On a déjà vu ça là ici, très bien. Alors c'est parti, je vais vous montrer là ici donc la chute libre verticale et vous allez voir donc que même chose, ça fonctionne donc impeccablement. Donc c'est parti, je relance ici donc mon programme en langage Python. Donc la masse du système c'est toujours la masse de la balle de golf, donc comme tout à l'heure ça n'a pas changé, 0,0459. Voilà, l'intensité de pesanteur, donc 9,81 ici. Et là, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous allez en fait avoir une diminution progressive, c'est normal, puisqu'on part ici au début d'une altitude élevée. Donc ici, diminution de l'énergie potentielle, augmentation bien sûr de l'énergie cinétique. Au départ, on part de 0, hein, bien évidemment, puisque là, c'est sans vitesse initiale. Il va y avoir augmentation de l'énergie cinétique. Et bien évidemment, quand on fait la somme des deux courbes, là ici, rouge et bleu, et bien on voit que ça se compense quasiment et qu'on a ici donc une constante énergie mécanique ici donc se conserve, c'est la chute libre classique verticale. Et enfin pour terminer, je vais vous montrer ce qui se passe en fait quand on n'a plus la conservation dans ce type de mouvement. Voilà donc ce que je peux vous montrer là ici. Donc là, ou plutôt celle-là je vous la montrerai en dernier. Je vais vous montrer ça. En fait ça, vous voyez, c'est une chute verticale. Alors, j'ai pu dire que c'est une chute libre ici, hein, parce que j'ai plus le droit de dire ça. C'est une chute verticale, mais en fait, voilà, là ici, ce que vous avez là, eh bien, c'est une boule de polystyrène. Vous savez, les boules comme on trouve dans les magasins type Cultura, etc., qu'on peut décorer pour faire, je sais pas moi, des boules de sapin de Noël, des choses comme ça, qui sont en polystyrène. Voilà. Donc, on a pris en fait une boule comme ça, on l'a colorée en bleu d'ailleurs, pour mieux la voir sur le fond là ici. Donc une boule de polystyrène, vous voyez ici la masse, elle est
considérablement réduite. C'est-à-dire que là, on a, comme vous le voyez, 1,59 grammes. Tout à l'heure, on avait 45,9 grammes. Donc en fait, ici, eh bien, on peut s'apercevoir que dans ce cas-là, les frottements de l'air, si vous voulez, interviennent et ne sont plus négligeables. Donc, on a l'impression, peut-être vu de loin comme ça, qu'on a le même type de mouvement, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui va se passer là, ici. Et je peux le voir maintenant grâce à ça, c'est-à-dire ici, donc que je ne me trompe pas, c'est la chute verticale, ici, polystyrène. Voilà. Donc, je vais vous la montrer là, ici. Voilà. Très bien. Hop, c'est parti. Donc, je relance là, ici. Donc il va me redemander la masse, donc c'est toujours pareil, il me demande la masse. Alors je n'ai pas précisé l'unité, mais c'est toujours les masses en kilogrammes qu'il faut donner ici. Donc ça va faire 0,00, attention, 159, puisque c'est 1,59 grammes, c'est vraiment une toute petite masse là ici. Donc 9,81, ça n'a pas changé. Et voilà ce que ça me donne maintenant. Donc je pense que là ici, il n'y a pas de difficulté de compréhension. On voit bien que l'énergie potentielle de pesanteur, elle, de toute façon, elle va diminuer quoi qu'il arrive. L'énergie cinétique, dans un premier temps, va augmenter, mais on voit bien, là, ici, qu'elle commence à se stabiliser. En fait, on pourrait montrer que, en fait, on atteint une sorte de vitesse constante. Vous voyez, le mouvement que je fais, ici, si on allait plus loin, on aurait une sorte de vitesse constante. On a une sorte de palier, si vous voulez, de vitesse constante qui fait que, à ce moment-là, oui, la vitesse constante oblige que l'énergie cinétique n'évolue plus, tandis que, bien évidemment, l'énergie potentielle va toujours baisser. Donc, bien évidemment, si vous avez quelque chose de constant et que vous additionnez quelque chose qui baisse, eh bien, globalement, ça va baisser. Alors, on voit bien ici qu'au début, finalement, la conservation d'énergie, elle est à peu près respectée, mais que assez vite, l'énergie potentielle de pesanteur ici va plonger, si je puis dire, et qu'on n'aura plus donc cette conservation. Donc là, c'est dû bien évidemment au frottement de l'air que je ne peux plus négliger dans le cas, bien évidemment, de cette boule de polystyrène. Et puis le dernier, et je clôturerai par ça, parce que là, il fallait quand même que je vous le montre, c'est bien évidemment ce qui va se passer si je lance, c'est-à-dire que je communique une vitesse initiale, voilà, à ma boule de polystyrène. Vous voyez là ici, je peux vous remontrer, voilà, c'est la même boule de polystyrène que tout à l'heure, masse 1,59 grammes, là ici. Et là, en fait, la personne fait quelque chose que on pourrait assimiler en fait ici à une chute libre, mais qui en fait n'en est pas. C'est bien une chute avec frottement. D'ailleurs, on le voit bien sur la fin, on a vraiment l'impression qu'il redescend verticalement, parce que en fait, tout simplement, il est freiné. Alors ici, si je refais ce même travail, voilà, chute vitesse initiale polystyrène, eh bien voilà ce que ça va vous donner. Donc ici. Alors, je rediminue comme ça, hop, on y va, je fais ça, je redonne la valeur, donc 0,00159, ça c'est pour la masse en kilogrammes, et ici 9,81. Donc c'est parti, et là vous voyez, eh bien, on retrouve en fait quelque chose qui, du point de vue des courbes bleues, en fait, si je prends par exemple la courbe bleue, ça rappelle un petit peu ce que l'on avait vu tout à l'heure. Donc dans la chute parabolique avec le... c'est la première que j'avais montrée, la chute parabolique avec la balle de golf. Et ici, par contre, on voit que, vous voyez, s'il n'y avait pas eu les frottements, ça aurait remonté, je pense, comme ça. Je pense que tout le monde peut comprendre. Vous voyez, le mouvement que je fais avec le pointeur, on aurait quelque chose qui aurait remonté comme ça. Or là, on voit que non. En fait, ça, je ne vais pas dire que ça s'affaisse, mais en fait, ça devient, voilà, comme ça, constant. C'est-à-dire que ça ne suit plus le profil, je dirais, inverse, en quelque sorte, de la courbe bleue. Ce qui veut dire que si j'additionne là, ici, je vois bien que, irrémédiablement, l'énergie donc mécanique là ici, eh bien, diminue selon le profil ici, représenté donc par cette courbe bleue. Voilà, donc en l'absence de frottement, j'ai donc bien conservation de l'énergie mécanique, ce qui est tout à fait normal, puisque je rappelle, il faudra revoir le cours, et de toute façon on refera des exos après là-dessus. Le théorème de l'énergie mécanique me dit bien qu'il n'y aura en fait variation de l'énergie mécanique que s'il y a un travail ou plusieurs travaux de force non conservative. Donc si un solide n'est soumis qu'à des forces conservatives et qu'il n'y a pas de force
non conservative qui s'applique ou tout au moins qui ne travaille pas, ce qui est le cas bien évidemment de tous les mouvements que l'on a étudiés dans cette partie là ici, y compris bien entendu les oscillateurs de tout à l'heure, c'est-à-dire tous les mouvements où on peut négliger les frottements, et bien dans ces cas-là, les seules forces qui agissent là ici, eh bien soit elles ne travaillent pas, soit quand elles travaillent, eh bien elles sont conservatives, c'est-à-dire que le poids c'est une force conservative. La force de rappel du ressort qui conduit à l'énergie potentielle élastique, c'est aussi une force conservative. Donc dans ce cas-là, comme il n'y a pas de force non conservative, eh bien la variation d'énergie potentielle est nulle. Si la variation d'énergie potentielle est nulle, ça veut dire que donc, la variation d'énergie mécanique est nulle, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. S'il n'y a pas de variation donc d'énergie mécanique, eh bien ça veut donc dire bien évidemment qu'elle est constante. Dès qu'on va introduire une force donc ici non conservative, et le cas d'école traditionnelle c'est les frottements, eh bien on voit à ce moment-là que la variation donc de l'énergie mécanique eh bien, ne sera plus nulle, en fait elle sera négative, donc ça veut dire que l'énergie si vous voulez mécanique à l'arrivée sera plus petite qu'au départ, d'où la diminution. Voilà, donc je vais m'arrêter là, retravailler bien tout ça, et ensuite je donnerai bien sûr des exercices pour approfondir tout ça à travers des sujets qu'il y a dans votre livre, et également des sujets donc d'examen. Voilà.